Dans un monde où le pouvoir détermine tout. Fett est un jeune homme méprisé par la société. Il possède une compétence maudite appelée berserk. Cette capacité ne sait que satisfaire sa faim insatiable en absorbant le pouvoir des ennemis. Mais lorsque l'obscurité cachée au plus profond de cette compétence commence à s'éveiller, le destin de Fett prend un tournant inattendu. D'un faible individu insignifiant, il se transforme progressivement en guerrier. À chaque pas de son voyage sanglant, le destin doit faire face à la tentation du pouvoir destructeur qui l'habite. Le protagoniste contrôlera-t-il cet instinct ou deviendra-t-il esclave de sa soif de pouvoir? La situation devient de plus en plus chaotique et dangereuse, avec des gobelins qui courent partout, semant la terreur parmi les habitants de cette terre. Cependant, l'apparition d'une puissante escouade spéciale élimine rapidement cette menace. Avec une force supérieure et d'excellentes compétences en combat, ils exterminent facilement les gobelins en un rien de temps. Après la bataille, le groupe de guerriers revient en ville pour célébrer leur victoire éclatante. Le destin ne peut que rester en retrait, les regardant avec une immense admiration. Pour lui, tuer même un gobelin semble inimaginable. Le ventre vide et des compétences au plus bas niveau, Fett accepte des petits boulots. Malgré le fait qu'il sache qu'il est au bas de la société, les trois frères Bervelic sont célèbres pour leur cruauté et leur ruse. Raffen utilise sa renommée de chevalier sacré non seulement pour opprimer les roturiers mais aussi à traiter le destin avec un mépris total. Il n'hésite pas à jeter de maigres salaires par terre, forçant le destin à se baisser pour les ramasser. Les Bervelic battent et se moquent souvent de la malchance de ses compétences. Cette humiliation n'est pas facile à supporter, mais pour obtenir de la nourriture et survivre chaque jour, le destin doit endurer. Une chevaleresse nommée Rossi apparaît soudainement. Ayant été témoin de cette scène terrible, elle intervient immédiatement pour protéger le jeune homme. Rossi proteste contre les actions des frères, exigeant qu'ils cessent d'engager Fett pour des tâches de garde qui appartiennent de droit au chevalier saint. S'il continue à se comporter de cette manière, Fett devrait le signaler immédiatement. Ensuite, il passe son service à Rossi et se dirige vers un restaurant. Bien qu'elle ait de bonnes intentions pour l'aider, le caractère de Raffen n'est pas simple. Et il est impossible de prédire quelle méthode sournoise il pourrait utiliser. Le propriétaire du restaurant avertit Fett que si cela continue à durer, le résultat sera désastreux. Personne ne veut posséder une compétence de dévoreur berserk et devenir inutile. Il ne rêve pas de devenir chevalier. Être guerrier, marchand ou artisan lui suffirait. Tout en se sentant déprimé, le destin découvre des voleurs qui se faufilent dans la ville et en informe immédiatement Rossi. Elle confie la garde et part elle-même pour les éliminer. À sa surprise, un chevalier corrompu tente de s'enfuir dans la direction de Fett. S'il le laisse s'échapper, Rossi aura des problèmes. Bien qu'il soit faible et inexpérimenté, Fett doit l'affronter. Cette rencontre le plonge dans sa première bataille. Lorsque le protagoniste se retrouve dans une situation désespérée sous attaque, la compétence berserk s'active soudainement et élimine l'ennemi. Il absorbe toute la force et les capacités de son opposant, ajoutant des compétences d'évaluation et de lecture d'esprit. Cela fait réaliser à Fett qu'il n'est finalement pas inutile. Berserk s'avère être une capacité terrifiante. Peu après, Rossi accourt en panique. Fett peut lire ses pensées et sait qu'elle est très inquiète pour lui. Pour le remercier, Rossi lui propose un nouveau travail dans sa propre maison des Heurts. S'il reste ici, Fett sera battu et tourmenté par les Bervelic pour toujours. Le protagoniste se tient à un carrefour, continuer à rester là où il est exploité. À l'extrême, ou saisir l'opportunité de travailler avec Rossi, ce qui promet un avenir plus lumineux. Le destin décide d'accepter son offre et va travailler pour la famille Heurt. Après avoir vaincu le voleur, Fett ressent une nouvelle puissance dans son corps. Il est convaincu qu'avec ses capacités actuelles, il peut vaincre des monstres. Le lendemain, il visite une boutique d'armes. Cependant, avec seulement 2 pièces d'argent, il ne peut se permettre que des objets anciens issus de la poubelle. Il est attiré par une étrange épée noire. Lorsqu'il la touche, une voix mystérieuse résonne dans son esprit. Rudus est une entité vivante contenant une âme, portant en lui la volonté et un désir illimité. Pendant ce temps, Memon est amer parce que Rossi a interféré dans la gestion des portes de la famille Bervelic. Raffen reste calme car des personnes inutiles comme Fett sont partout. De plus, à la fois Heurt et Bervelic font partie des 5 familles qui protègent le royaume. Il n'y a donc pas de problème. L'essentiel maintenant est de se concentrer sur des recherches réussies pour atteindre un corps immortel. Retour au protagoniste, la soif d'épée. L'avertit soudainement de l'apparition d'un ennemi. Avec sa force actuelle, Fett élimine facilement un gobelin. Il augmente ainsi rapidement ses statistiques et ajoute la compétence d'amélioration de puissance. Juste après, des centaines d'autres gobelins apparaissent et attaquent par vagues. Fett continue d'utiliser la soif pour détruire les monstres, frappant avec une précision parfaite, et transformant rapidement le champ de bataille en fosse commune. Sa force augmente considérablement, et plus surprenant encore, sa faim est satisfaite.
Le destin pensait que les traits de l'internaute ne pouvaient pas être changés. Selon la cupidité, après chaque élimination d'ennemis, il recevra des points d'expérience et montera de niveau. Cependant, Berserk ne vole que les compétences et les statistiques, ce qui signifie qu'il ne peut pas recevoir de points d'expérience. C'est pourquoi le destin reste au niveau 1. Il ne doit absolument pas révéler à quiconque qu'il possède la compétence Berserk, car c'est une compétence qui viole l'éthique divine. L'épée a reconnu le destin comme son serviteur et l'accompagnera sur son chemin de combat à partir de maintenant. Après avoir récolté des oreilles de gobelin, le destin reçoit une récompense. Il prévoit de manger un bon repas de viande, mais la cupidité veut changer son apparence. Pendant ce temps, le destin heurte accidentellement un homme brutal et lit les appels désespérés à l'aide dans l'esprit d'un enfant. Bien qu'il ne puisse pas voir les compétences de l'homme, le destin est déterminé à sauver l'enfant. Le Seigneur Laplace est le créateur du monde. Avant de partir, il a conféré des pouvoirs spéciaux à l'humanité. Le garçon est triste de posséder une compétence aussi inutile. La religieuse a fait de son mieux pour le réconforter. Quand le Seigneur Laplace protégeait encore les humains, il n'y avait ni compétences ni statistiques. Et même les monstres n'existaient pas. Le garçon aimerait vivre dans un tel monde. Tout le monde cherche partout, mais ils ne peuvent pas trouver le Sahara. La fille est actuellement torturée cruellement par l'homme. Mais heureusement, le destin est arrivé. L'âme de la cupidité signale que l'homme le sous-estime. Il doit donc en profiter. Le destin emmène rapidement la fille en lieu sûr puis affronte l'homme. D'un seul coup de lame, il tombe au sol. Le destin utilise son épée pour sonder l'homme qui, dans une douleur insupportable, révèle enfin que la personne derrière tout ça est qu'il a. Le destin emmène la petite fille en ville pour des brochettes de viande grillée. Sahara ne peut contenir ses émotions et éclatant. Pleure, voyant que le destin lui donne aussi sa part. Le soir, il ramène la fille à la paroisse. Remercié pour la première fois, il est quelque peu surpris. Tant le destin que Sahara ont des compétences faibles et inutiles. Le protagoniste conseille à la fille que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, elle doit sourire car le bonheur viendra sûrement. Son père lui disait la même chose, c'est pourquoi le destin voulait sauver Sahara. Une nouvelle technique de compétence est ajoutée, lui permettant d'utiliser des attaques spéciales 2 fois de suite. Ce n'est que maintenant que le protagoniste réalise que l'homme plus tôt avait utilisé une compétence très dangereuse, qui pouvait couper les ennemis en 3 morceaux. S'il l'avait su, le destin ne se serait pas précipité dans la bataille avec lui. Avec son caractère conservateur et méprisant, l'âme de la cupidité croit que le destin vient juste d'avoir de la chance, ce qui le pousse à devenir encore plus fort. Après une journée bien remplie, il oublie que demain, c'est son premier jour de travail pour la famille Hart. Il n'a toujours pas acheté de nouveaux vêtements pour remplacer ceux, en lambeaux, qu'il porte. Il y a des nouvelles selon lesquelles Lord Mason, le père de Rossi, a été tué sur le champ de bataille. Maintenant, Rossi deviendra le chef du clan et, sous sa direction, il contrôlera directement les 3 frères Bervaluk. Le lendemain matin, Fête arrive pour commencer son nouveau travail, face à un manoir immensément spacieux. Rossi apparaît, si belle que le protagoniste en est ébloui et submergé. Elle le conduit vers la tombe de son père. Galéa est un continent gouverné par des monstres, et les chevaliers sacrés ont pour mission de les éliminer. Cette année, c'est au tour de la famille Hart, mais son père a malheureusement été tué par le dragon céleste. Ce monstre est réapparu après s'être caché pendant des milliers d'années. Fête réalise que Rossi est vraiment fort et bienveillant. Tout en pleurant la perte de son père bien-aimé, elle s'inquiète encore pour lui. À partir de maintenant, Rossi deviendra la chef du clan, et elle souhaite beaucoup rendre la maison Hart plus animée grâce à Fête. Mais il ne doit absolument pas toucher sa main, car cela activerait la lecture de pensée. C'est alors qu'apparaît Haru. Elle est la gouvernante principale de cette famille. Peut-être qu'Haru ne l'aime pas beaucoup. Même lors de leur première rencontre, Fête a peur de ses yeux meurtriers. Le protagoniste est invité à un copieux festin de viande et le ventre plein. Il commence à travailler. Ici, il rencontre Monsieur Minova et Oliver. Au début, en voyant Fête parler à son épée, Monsieur Minova pense que le protagoniste est un fric, et sa réaction émotionnelle en mangeant de la viande fait rire tout le monde. Mais bientôt, son estomac gargouille à nouveau. À ce rythme, le coût de la nourriture dépassera son salaire. Ensuite, Haru l'emmène rencontrer Rossi. En raison de la compétence berserk dévorée, sa faim devient de plus en plus terrible, et le destin ne peut plus se contrôler et feinte. Lorsqu'il se réveille, il trouve une lettre de Rossi lui accordant une journée de congé. En ce moment, le protagoniste est très curieux de savoir pourquoi son corps est devenu ainsi. L'âme de l'avarice explique que la compétence berserk a goûté aux âmes. Donc, à partir de maintenant, le protagoniste doit prendre en charge la tâche de chercher et de tuer des monstres comme s'il cherchait de la nourriture. Le destin comprend que s'il ne peut pas contrôler Berserk, il pourrait devenir une personne irrationnelle, obsédé par la faim et attaquant éventuellement n'importe qui. Lorsqu'il atteint le seuil de l'endurance, ses yeux deviennent rouges. Immédiatement après, il sort et sent inconsciemment des parfums délicieux partout.
C'est parce que l'amélioration de la faim a été activée, un pouvoir temporaire qui aide Berserk à consommer des âmes efficacement, tout en augmentant la vision nocturne et paralysant les ennemis plus faibles. En conséquence, les gobelins restent immobiles à un endroit, lui permettant de les massacrer librement. Cependant, ce n'est toujours pas suffisant. Fett suit les conseils de Grid et entre dans la forêt profonde pour continuer à chasser les gobelins. Avec sa force actuelle, il peut rapidement éliminer ces monstres. Enfin, sa faim est satisfaite. Juste après, un roi gobelin apparaît. Grâce à la compétence de régénération, les statistiques physiques du protagoniste sont restaurées. Rencontrant un monstre aussi grand et puissant pour la première fois, Fett est quelque peu hésitant, craignant de devenir son repas. La cupidité encourage et guide le protagoniste à affronter la situation de front. Le premier coup décapitant réussi est un bon début. Mais c'est un pas en avant et 10 pas en arrière. À ce rythme, comment peut-il gagner? La cupidité booste son esprit combatif, et le protagoniste charge férocement en avant pour éliminer avec succès le monstre, augmentant considérablement ses statistiques. Suivant les conseils de la cupidité, il consacre toutes ses statistiques à l'épée, et une nouvelle forme apparaît, l'arc démoniaque. Juste à ce moment-là, un monstre qui espionnait apparaît. Et le destin tire au hasard mais touche quand même sa cible. Ensuite, il apporte les oreilles du roi des gobelins à l'endroit où Sahara séjourne. Maintenant, tout le monde peut se régaler. Pendant ce temps, lors de son service de garde, le destin découvre une fille étrange. Surprenamment, c'est Rossi. Elle s'habille ainsi pour surveiller la ville, et cette affaire ne doit être révélée à personne. Le protagoniste s'apprête à retourner pour continuer son travail, quand son patron le retient, voulant qu'il soit son escorte. L'inspection de Rossi commence officiellement. Pour dissimuler son identité, Rossi changera son nom en Rocky. Entendant Grid se moquer d'elle, Fett le gronde pour être perturbateur. Rossi se fige, pensant qu'il la gronde, mais cela ne l'embête pas. Elle est en fait excitée d'aller avec Fett, toutes deux rougissantes et embarrassées alors que la voix méprisante de l'âme de Grid résonne à nouveau. Le destin est sur le point de s'en occuper quand Rossi l'arrête. C'est aussi la première fois qu'elle voit cette épée. Il semble très étrange que quelqu'un avec une compétence malchanceuse comme lui ait une arme. Cependant, personne ne sait que Berserk est vraiment dangereux. Une fois qu'il a goûté aux âmes, il ne peut plus s'arrêter, consommant de plus en plus pour augmenter considérablement sa puissance. Sinon, il mourra de faim et se transformera en monstre. Parce que c'est trop effrayant, le protagoniste ne peut le révéler à personne. Ensuite, ils descendent ensemble en ville pour accomplir leur mission. Le paysage ici est animé, et Rossi est attiré par des raisins juteux. Le propriétaire leur fait goûter quelques-uns, et Rossi mentionne fièrement que les raisins cultivés chez elle ont l'air assez délicieux. Presque en train de révéler son identité, Fett suit le conseil de Grid, et dit que ses proches travaillent pour la famille Hart. Rossi le remercie abondamment, bien qu'elle trouve cela un peu étrange, que le protagoniste parle constamment à lui-même. Les trois frères Bervelic commencent à semer le trouble à nouveau, et en voyant Fett, il le rabaisse et l'insulte. Rossi ne peut pas le supporter et prend immédiatement la parole. Dans ce monde, les roturiers qui s'opposent aux chevaliers commettent un crime capital. En regardant attentivement, il voit une forte ressemblance avec Rossi. L'âme de la Grid pousse le protagoniste à prétendre être son amant. Il panique et le lâche. Rossi prend l'initiative de caresser Fett puis mentionne qu'elle rentre chez elle pour cuisiner pour son cher mari. Tout le monde cesse de douter car les chevaliers ne font jamais les tâches ménagères. Marcher bras dessus bras dessous avec un homme pour la première fois rend Rossi très nerveuse. Fett s'excuse maladroitement de l'avoir touché, mais Rossi aime en fait cela. Ce service d'accompagnement devient assez stressant. Rossi a toujours été attiré par les bijoux étincelants. Fett a utilisé sa compétence d'évaluation pour trouver des pierres précieuses dans le minerai brut. Si le vendeur savait ça, il serait furieux. En voyant Rossi profiter de ces objets, le protagoniste sent qu'elle ne ressemble en rien à une chevaleresse sacrée. Cependant, Rossi décide de ne rien acheter, car elle trouve cela inutile. Elle demande à Fett s'il connaît des guerriers. Mis à part Oliver et Minova, ils entendent par hasard des rumeurs sur des gobelins massacrés. Les gens pensent qu'un animal sauvage en est responsable, mais ils ne sont pas certains. Il y a aussi des nouvelles concernant les religieuses qui cherchent quelqu'un à remercier pour avoir donné l'oreille du roi des gobelins. Curieuse, Rossi va demander des détails, mais personne ne sait rien. Rossi demande immédiatement à la protagoniste de l'emmener là où se trouvent les guerriers. Il s'avère qu'elle a décidé de devenir une roturière et d'inspecter la ville à cause de cette rumeur. Les choses deviennent intéressantes. Le destin l'amène dans une taverne familière et la présente au propriétaire comme Rocky, un nouveau collègue de son nouveau lieu de travail. Ne l'ayant pas vu depuis un moment et maintenant amenant une petite amie pour le rencontrer. Fett est mortifié et Rossi casse sa tasse. Cependant, le propriétaire ne s'en soucie pas car il est normal que les guerriers ne contrôlent pas leur force. L'âme de la cupidité sait pertinemment que Rossi a des sentiments pour le protagoniste.
Gêné, il casse aussi sa tasse. Après avoir éliminé des gobelins, les guerriers collectent leurs oreilles pour gagner de l'argent. Cependant, les corps restent intacts, donc ils soupçonnent qu'un monstre se soit aventuré ici. Cela empêcherait les marchands d'autres régions de venir en ville. Fett se sent extrêmement coupable. À ce moment-là, le vieux ado apparaît et devine que cela pourrait être un ours. Les chevaliers saints iront directement à la chasse, et avec ses statistiques actuelles, Fett ne peut absolument pas leur résister. C'est encore plus tendu lorsque Rossi le voit dans un tel état. Juste après, des guerriers nomades arrivent également au restaurant. En voyant une si belle fille, ils viennent flirter. Avant que le destin puisse agir, elle lance une attaque qui envoie l'homme voler. Sa véritable identité est révélée, et ils offrent un sac d'argent pour supplier miséricorde. Rossi n'est pas seulement talentueuse et belle, mais aussi miséricordieuse. Elle est prête à oublier ce qui vient de se passer. Rossi veut réaliser le souhait de son père de créer un monde où tout le monde peut rire ensemble. Le destin attendra ce jour et suivra la fille qu'il aime en secret. Grâce à Rossi, l'épée du protagoniste est entretenue. Elle fait cela pour remercier Fett de l'avoir aidé à en apprendre plus sur le monstre. La maison Bervelick possède des informations sur l'expédition de chasse, mais elle est déterminée à ne pas laisser Rossi le savoir. Soudain, il entend des voix familières. Ce sont encore les 3 frères, qui intimident un enfant perdu. Suivant les instructions de Rossi, le protagoniste sauve le garçon. Par ailleurs, il demande directement à Raffen pourquoi il ne l'informe pas à propos du monstre. Il utilise l'excuse que son père vient de décéder. Et qu'il veut que Rossi se repose un moment. Avant de partir, le gars du cœur méprise totalement Fett. Et ensuite, les deux conduisent l'enfant à chercher sa mère et manger des brochettes de viande grillée. À ce moment-là, Fett se rappelle qu'il y a 5 ans. Il était lui aussi perdu et a rencontré un très gentil chevalier saint. Enfin, l'enfant trouve sa mère. Sous la lumière déclinante de l'après-midi, la beauté de Rossi se double, laissant Fett complètement étourdi. Ensuite, ils rentrent chez eux pour se faire sévèrement gronder par la gouvernante en chef. Leur visage montre de la culpabilité, mais au fond, ils souhaitent que chaque jour puisse se passer ainsi, ensemble. Pour empêcher Rossi de le découvrir pendant le combat, l'âme de l'avidité lui conseille d'utiliser la magie noire pour supprimer sa conscience. Fett n'oublie pas d'acheter un minerai de fer à Rossi en cadeau. Le protagoniste prétexte qu'il veut remercier Rossi d'avoir créé un nouveau poste pour lui et de rencontrer des collègues qui ressemblent à une famille. Grâce à son talent d'évaluation, Fett a réussi à acheter une véritable pierre précieuse, rendant Rossi très heureux. Le soir suivant, alors que Fett chassait, il a accidentellement rencontré des guerriers partant en expédition. Il pensait que c'était le Lich Mukuro, alors ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient. Le protagoniste voulait continuer à chasser des gobelins pour augmenter ses statistiques avant que les chevaliers ne commencent leur chasse. Le lendemain matin, il travaillait avec un visage endormi. Sa maîtresse lui a assigné une autre mission secrète. Rossi a conduit Fett au vignoble de la famille Hart, où il a rencontré la mère de Rossi. Elle a directement demandé à Fett s'il aimait sa fille, rendant les deux très gênés, mais elle le pensait en termes de maître et de serviteur. Fett n'a pas hésité à la complimenter abondamment. S'adressant avec confiance à sa potentielle belle-mère. Il voulait lui consacrer toute sa vie. Rossi rougit timidement et monta en courant dans sa chambre. Chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation embarrassante, elle réagit ainsi. Enfant, voir ne serait-ce qu'un petit insecte la faisait crier et pleurer bruyamment. Qui aurait cru qu'elle deviendrait chevalier et prendrait la tête de la famille Hart? Le destin croit fermement qu'elle peut accomplir son devoir de protéger les roturiers. En ce moment, Rossi ressent un immense manque de son père, et est déterminé à réaliser ses souhaits. Le destin a réuni tout le monde pour la récolte. Un oncle lui a fait goûter le jus de raisin exquis. Il pensait que Rossi était profondément attristé par la mort de son père, mais fut surpris de la retrouver ici, et dans tout le monde. Elle revient une fois par an, précisément à cette époque, non seulement pour récolter les cultures mais aussi pour éliminer les gobelins de cette vallée. Rien qu'en parlant, les protagonistes avaient l'estomac qui gargouillait. Il semble que Berserk veuille consommer des âmes plus fortes que celles des gobelins. Au retour, il a rencontré quelqu'un qui ne semblait pas venir de ce pays. Elle avait aussi des yeux rouges identiques et a dit qu'elle laisserait le protagoniste éliminer les gobelins, puis elle a proposé de se revoir. Le destin l'a trouvé très déroutant. Même Grid ne savait pas qui elle était. Juste à ce moment-là, Rossi rentrait aussi chez elle. Elle pensa que la fille venait probablement de Gallia. Il y a 4000 ans, ce pays a été attaqué par des monstres qui tuaient les villageois. Il semblait qu'elle pourrait être l'une des survivantes. Rossi n'avait jamais rencontré une Gallian pure souche comme elle. Fett s'inquiétait que Rossi parte seule à la chasse. Cependant, Rossi a des guerriers à ses côtés, et de plus. C'est une chevalière avec des statistiques de force très élevées. Le lendemain, tous les deux, accompagnés de guerriers, se rendirent dans la vallée pour éliminer les Kobans. Soudain, un leader est apparu. Il n'avait jamais vu un Koban aussi grand et féroce. En voyant la proie délicieuse devant lui, le destin est entré dans un état semi-dévoreur. Si Rossi le voyait comme ça, sa vie serait finie.
L'âme de l'Hagrid croyait que le monstre possédait une force de niveau 50. Il avait accumulé du ressentiment pendant de nombreuses années, le rendant très dangereux. L'éliminer ne serait pas facile. En tant que chevalier, Rossi a promis de mener à bien la mission, de détruire des monstres pour protéger les villageois. Fett était quelque peu appréhensif car il n'était pas assez compétent pour y faire face. Cependant, il ne pouvait pas l'ignorer. Le territoire du cœur serait détruit, et la fille qu'il aimait pourrait être tuée. Le protagoniste décida de combattre aux côtés de Grid jusqu'à la fin. Une nuit, il élimina seuls les Cobans, les tuant un par un avec des flèches. Cependant, ses âmes ne suffisaient toujours pas à Berserk. À tout prix, le protagoniste devait vaincre le boss final. Avec la compétence dévoreur activée, Fett utilisa son arc démon, visant directement la cible. Étonnamment, il pouvait attraper les flèches avec ses mains. Donc la seule option était de s'approcher et de l'entailler. Ce Coban possédait la compétence frappe de force. Un coup suffirait à briser des organes internes. Fett fut malheureusement frappé au bras et projeté en arrière, inconscient juste, en faisant semblant pour l'effet dramatique, parce que le personnage principal ne peut pas mourir si tôt. Le destin s'est rapidement précipité pour le trancher une fois, puis, a rassemblé toute la puissance de la convoitise pour attaquer le monstre. La victoire et la défaite étaient clairement distinguées. Soudain, le corps du protagoniste est devenu intensément excité. C'était la réaction à la consommation d'une âme aussi délicieuse pour la première fois. Le destin a lutté pour se contrôler afin d'empêcher quelque chose de terrible de se produire. Le lendemain matin, Rossi et les guerriers sont retournés dans la vallée. Ils ont vu les restes de la nuit précédente et ont cru que quelqu'un avait utilisé la magie pour les éliminer. Rossi a apporté cette nouvelle à la table du dîner. Le protagoniste était assis en tremblant, craignant d'être découvert. Mais heureusement, Rossi changeait ses suspicions vers la fille gaélienne qu'ils ont rencontrée hier. La force de combat des gens de ce pays dépasse même celle des chevaliers saints. Quoi qu'il en soit, les monstres avaient disparu, et elle était très heureuse que la terre soit en sécurité. Voyant l'expression lumineuse de sa fille, sa mère a demandé à Fett de rester aux côtés de Rossi et de la soutenir. Il se sentait quelque peu inférieur, se croyant indigne. Mais elle pensait que le cœur était ce qui comptait le plus. La mère de Rossi était aussi une roturière, pourtant elle avait très bien soutenu son mari maçonne. Maintenant gravement malade et ne sachant pas quand elle pourrait s'éteindre, elle espérait qu'il pourrait réaliser son souhait. Cela mettait Fett très mal à l'aise car il trompait Rossi. Cette nuit-là, le destin, encore une fois, partit avec avidité à la recherche de nourriture pour l'âme. Cependant, sa faim actuelle ne pouvait plus être satisfaite par des gobelins. Ce qui l'obligea à revenir et à chercher des monstres plus forts. En pensant aux paroles de la mère de Rossi, il sentit qu'il n'avait pas le droit d'être à ses côtés. Perdu dans ses pensées, il entendit une nouvelle choquante. Et bien sûr, le saint chevalier Rossi allait participer. Le destin tenta de l'en empêcher, mais en vain. Il se sentit très inquiet, car c'était un jeu de vie ou de mort là-bas. Il pourrait ne pas revenir. De plus, la famille Hart était une épine dans le pied des trois frères Bervelic. Et il pourrait comploter quelque chose. Ce soir-là, il décida de les affronter pour leur faire une mauvaise surprise. Avec sa force actuelle et ses compétences en force, le destin était devenu un guerrier redoutable, rendant les combats plus faciles que jamais. Dès le début, les sbires ont rapidement pris la fuite, laissant Arin seul. Fett était confiant qu'il pouvait s'en sortir sans difficulté. Avant de commencer la bataille, le protagoniste décida d'enlever son masque pour révéler la véritable identité de Mukuro, un personnage dont beaucoup avaient entendu des rumeurs, mais dont personne ne connaissait la vérité. L'âme de la cupidité analysa méticuleusement les compétences et les armes de Arin. Avec une confiance extrême, la cupidité affirma que vaincre l'adversaire serait extrêmement facile. L'épée de Arin ne pouvait pas résister à la force du destin et fut coupée en deux en quelques secondes. Ensuite, il a effectué des coups de genoux et des coups de pied, le laissant à bout de souffle. Chacun des coups du protagoniste n'était pas seulement une revanche sur Rossi, mais aussi une libération des années de souffrance, d'oppression et de haine qu'il avait endurées. Avant de l'achever, le destin l'a forcé à révéler ce que Rossi ferait ensuite. Malgré les supplications désespérées de Arin, il n'a pas flanché. La détermination et la rage ont poussé le destin à déchaîner toutes ses compétences en combat. Finalement, le destin a porté un coup fatal d'épée, mettant fin à la vie de Arin. Celui qui l'avait autrefois humilié a maintenant reçu la revanche méritée. Le destin avait acquis ses compétences et était devenu un chevalier sacré. Cependant, personne ne le reconnaissait parce qu'il avait tué Arin pour y parvenir. Et rien que de penser à avoir ses capacités en lui donnait envie de vomir. La convoitise avait assez de statistiques pour se transformer en sa deuxième forme, une faux tranchante capable de couper n'importe quel obstacle. Ce qu'il désirait le plus maintenant, c'était empêcher le voyage de Rossi vers Galéa. Rossi s'était préparé pendant 3 ans pour accomplir la mission de chasse. Avant de partir, elle a laissé une lettre de recommandation pour Fett. Bien qu'étant un chevalier courageux, elle était encore une fille, et ne pouvait pas affronter seule les dangers de Galéa. Inquiète pour sa sécurité, Fett a décidé de demander une permission pour soutenir Rossi dans ce voyage dangereux. Tout le monde a soutenu cette décision. La gouvernante Haru lui a donné de l'argent pour vivre.
Le lendemain, Fête est parti pour Galéa, portant l'espoir avec sa détermination. Pendant ce temps, Rossi se tenait devant tous les guerriers, jurant d'hériter de son père. La mission de Mason d'éliminer le dragon céleste et d'apporter la paix au village. Au cours de son voyage, elle a rencontré Milia et Mugen. Bien qu'il y ait eu une antipathie évidente entre eux, ils ont tous deux partagé un objectif commun, soutenir Rossi. Dans cette bataille, elle était convaincue que Milia et Mugen deviendraient des assistants efficaces pour la mission à venir. Après avoir examiné les échantillons recueillis, Ren soupçonnait que quelqu'un avait utilisé la magie de l'arme pécheresse, l'épée noire, pour éliminer les monstres. De retour chez Fête, il était arrivé dans une terre familière, son lieu de naissance. Fête avait demandé à y aller en calèche, mais son oncle avait refusé car les monstres se déchaînaient la nuit, rendant cela très dangereux. Tenant l'argent que Haru lui avait donné, il décida de trouver un repas copieux malgré les objections de Grid, qui voulait rénover l'épée. Dans un restaurant, Fête fut témoin par hasard d'un groupe de personnes harcelant un jeune homme. Il n'hésita pas à intervenir, ce qui fit craindre les voyous qui implorèrent son pardon. Sito était une vieille connaissance du destin. Leur relation n'était pas très proche. Il était le fils du chef du village qui avait sévèrement harcelé le destin. À l'époque, le père du destin possédait la compétence pour éliminer les monstres, et le destin était très habile à préparer des médicaments pour son père et sa sœur. Après le décès de son père, il a été chassé par le chef du village pour être inutile et incompétent. Jusqu'à présent, le protagoniste n'a toujours pas pu oublier les souvenirs douloureux de son enfance. Étonnamment, celui qui l'opprimait autrefois était maintenant à genoux et suppliait désespérément pour son aide afin d'éliminer les monstres. Quoi qu'il en soit, voulant satisfaire la faim de Berserk, il accepta. En voyant Fête, le chef du village le traita de déchet inutile, disant que le ramener au village ne servirait à rien. Il avait l'intention de le sacrifier au monstre en échange de la paix. Sito ne pouvait pas laisser cela arriver parce que Fête possédait désormais un pouvoir illimité que même plusieurs guerriers ne pourraient jamais atteindre. La femme de Sito avait été tuée par des monstres, le laissant comme un père célibataire élevant son enfant. Sa vie actuelle n'était pas aussi confortable qu'avant. Quand le destin a vu Sito avec sa fille, il n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de son propre père. Il y a un mois, des monstres étaient venus dans cette terre, détruisant le village. Ils pouvaient voler, donc personne ici ne pouvait les éliminer. Sachant que le destin avait faim, Sito est allé préparer un repas simple pour lui. L'âme de la Grid devinait que les monstres étaient Gabi. Ils étaient très intelligents et extrêmement dangereux. Grid a averti qu'ils utiliseraient l'un d'eux comme appât, et après avoir observé la force de l'adversaire, ils feraient sortir tout le troupeau pour attaquer en même temps. Il n'y aurait pas d'échappatoire, peu importe la rapidité avec laquelle on courait. Cela semblait un peu effrayant, mais le destin était déterminé à agir comme promis. L'enfant, le voyant parler tout seul, trouva cela très étrange. Et lui donna ensuite un bonbon, ce qui était opportun pour lutter contre la faim. Il s'est soudainement senti fatigué et a perdu connaissance. L'enfant a révélé que le bonbon que Fête avait mangé lui avait été donné par son grand-père. Sito a immédiatement compris que c'était un stratagème de son père, pour faire de Fête un sacrifice pour les monstres. À ce moment-là, des monstres sont apparus et ont attaqué le village. Le paysage nocturne était teinté de rouge par le feu. Les villageois ont paniqué et ont fui. Les maisons ont été brûlées, tandis que Fête restait inconsciente à cause du somnifère. Les choses sont devenues plus tendues que jamais. Finalement, Sito a terminé de préparer l'antidote et l'a donné à Fête. Immédiatement après son réveil, il a pris son épée pour éliminer les monstres déchaînés à l'extérieur. Grid a analysé les compétences du monstre. Ils attaqueraient d'en haut et utiliseraient des balles magiques. Fête a décidé d'utiliser la faux pour trancher mais a échoué. Ils sont passés à des attaques de zone large, concentrant la magie dans un seul endroit et le lançant directement sur l'ennemi. À ce stade, le protagoniste devait libérer sa compétence la plus puissante, les éliminant un par un. Fête a acquis une nouvelle compétence, balle magique. Il ne restait plus que le boss final. Avant qu'il ne puisse attaquer, il a reçu un coup fatal du protagoniste. Enfin, il ne restait qu'une fosse commune. Sito a réalisé que la force de Fête dépassait même celle des guerriers spéciaux. De plus, avec sa compétence en évaluation, il pouvait gagner sa vie. À ce stade, le protagoniste n'avait d'autre choix que de suivre le chemin du combat. Sito descendait en ville pour trouver du travail, aussi pour le bien de sa petite fille. Il voulait que Fête le frappe pour prouver sa détermination. Sans retenue, il le frappa presque en lui déboîtant la mâchoire. De la haine, ils étaient maintenant devenus amis. Ensuite, Fête visita la tombe de son père. L'équipe de Rossi était sur le point d'atteindre la terre de Lanchester. Morgan a averti d'être prudent avec le seigneur. La raison deviendrait claire en le rencontrant. Fête était aussi en route pour là-bas. Il avait accepté un travail d'escorte pour 3 pièces d'argent, allant commodément là où se trouvait Rossi. Soudain, la calèche fut arrêtée par une bande de brigands de grand chemin. Voyant l'injustice, Fête descendit de la calèche, ayant l'intention de leur donner une leçon de savoir-vivre. De manière inattendue, le conducteur lâche a bien tenu. Comment pouvait-il se battre comme ça? Les voyous s'apprêtaient à charger, mais ont été magnifiquement maîtrisés par la fille d'hier.
En signe de gratitude, l'oncle l'a laissée monter. Mais dès qu'elle est montée, elle a écrasé la voiture. Heureusement, la fille avait la capacité de changer le poids des armes. Tous deux possédaient des compétences de péché mortel. En fait, Grid savait tout mais l'avait caché à Fête. La fille s'appelait May, elle possédait la compétence colère. Entendant son estomac gargouiller, Fête donna à May un peu de viande séchée. La voir manger lui fit de la peine. Finalement, ils arrivèrent à Lanchester. Dans la ville, une fille était menacée dans la rue quand soudain un jeune homme apparut, élimina les assaillants et avait l'air extrêmement cool. C'était Rudolph, le seigneur de Lanchester, et il était beau. Son caractère n'était pas génial, il se vantait toujours de manière excessive. Aujourd'hui, il est descendu dans la rue pour se préparer à accueillir l'expédition de Gaelia. En entendant cela, Fête a réalisé qu'il était arrivé avant Rossi. À ce moment-là, May s'est soudainement endormie, et Fête a dû la porter en cherchant une auberge. À travers les salutations des habitants, étonnamment, dans ce territoire, tout le monde privilégiait toujours les nuits sacrées. Fête a découvert quelque chose d'étrange, ils étaient marqués de différents symboles. Peut-être que ici, le Seigneur avait clairement divisé les classes. Rudolph était très cruel, prêt à attaquer quiconque ne réussissait pas une mission. Au fond, il ne voulait jamais que Lanchester soit inférieur à la famille Hart. Une fois que May s'endormit, personne ne pouvait la réveiller. Accompagnant la petite fille, il y avait Sloop, une arme des péchés capitaux comme la cupidité. La gourmandise, la colère, la paresse, la luxure, l'envie et l'orgueil, ce sont des compétences qui violaient l'éthique divine, d'où leur nom de péchés capitaux. Parmi lesquels la compétence de gourmandise du destin était la plus grave. Le protagoniste était auparavant toujours considéré comme inutile et incompétent. Puis un jour il a possédé un pouvoir mais devait tuer des vies pour continuer d'exister. Le destin maintenait toujours son esprit pour résister au berserk. Si son esprit faiblissait, il le dévorerait. Pour gagner en puissance, il devait maintenir un état de semi-dévorant. Cette nuit-là, il continua d'éliminer des monstres, cette fois un Sanderman. Le destin utiliserait la compétence balle magique, en chantant pour intégrer le pouvoir dans la balle, puis viser la cible. Plus tard, beaucoup d'autres Sandermen sont apparus l'un après l'autre. Le destin a essayé de se retenir, de ne pas être fortement provoqué. Pendant ce temps, May s'était réveillé le ventre vide. La fille a accidentellement entendu qu'il existait un monstre appelé le golem chasseur. Très puissant, que même Lord Rudolph ne pouvait pas éliminer. Le destin avait vaincu les monstres. Ce n'était que l'apéritif. Le plat principal était également apparu. Faire face au géant golem chasseur faisait peur aux guerriers. Fête était confiant qu'il pouvait l'éliminer seul, non pas pour se vanter ou pour la justice, mais pour assouvir sa faim. Le combat en solo était intense. Le monstre utilisait de la poussière de sable magique pour aspirer ses adversaires et ensuite utilisait des rochers pour les écraser. Fête ne s'est pas soumis, utilisant sa compétence ultime de faux pour la première attaque. Mais le roi des sables a joué sale, s'échappant sous terre. Incapable de le laisser s'échapper, le destin a échangé 20% de ses statistiques contre la cupidité. La magie sanglante du Tamen, avec un bonus de feu, a lancé directement sur le monstre, brisant son corps. Le destin a absorbé la compétence de poussière de magie de sable. Ce succès éclatant a fait admirer sa force à d'autres guerriers. Le destin s'est présenté comme Mukuro. Il n'arrivait pas à croire qu'il n'était équipé qu'une épée ordinaire, et pourtant il se battait si courageusement. Cependant, personne ne savait qu'il possédait une magie terrifiante. Le lendemain matin, May apparut nue devant Fête, le choquant. La fille n'était pas du tout embarrassée car il lui semblait être un enfant. Ensuite, May changea de tenue pour aller chasser les golems. Inopinément, Fête l'avait surpassée, ce qui l'a mis en colère. Le protagoniste dut partager la moitié de la récompense avec elle. Soudain, Rudolph apparut, demandant à Mukuro de devenir son subordonné. Cependant, May n'était pas d'accord car ce grand frère lui appartenait. Rudolph se moqua d'elle en la traitant d'enfant, et May leva doucement son épée, le faisant s'envoler. Le protagoniste conduisit rapidement la petite sœur jusqu'à la calèche. Rester leur coûterait la vie à tous les deux. La colère consomme beaucoup de calories, donc May devait constamment recharger son énergie. Le destin remarqua que malgré tout ce qu'elle mangeait, elle restait aussi plate qu'un écran. Ses paroles imprudentes lui nuisaient, la fille activa sa colère au point de casser la roue de la calèche. En attendant que l'oncle la répare, le destin, il découvrit May se dirigeant vers un village voisin. Grid observa que cet endroit pouvait facilement être menacé par des monstres. Pourtant tout était étrangement paisible. Peut-être qu'un chevalier très compétent protégeait le village. Au loin se dressait une maison et un château. Il rencontra par hasard le chef du village, qui était un chevalier sacré. Si le protagoniste voulait rester, il devrait l'affronter en duel. Le vieil homme découvrit rapidement qu'il possédait la compétence d'évaluation, mais seulement au niveau 1. Pourtant, ses statistiques dépassaient 2 millions. Le vieil homme sortit immédiatement son épée pour se battre. Peu importe sa force, le destin devait céder devant le chevalier sacré. Il pensait qu'il irait errer dehors ce soir, mais le chef du village lui a permis de rester à condition qu'il le forme pour un cours.
Peut-être que le corps du destin n'était pas encore habitué à cette puissance, et que ses compétences n'étaient pas exploitées à leur plein potentiel. Même s'il pouvait éliminer des monstres, gérer les humains était plus difficile. L'homme s'est présenté comme Oro Barbato. En voyant Mai, il l'a évaluée comme une guerrière très compétente. Pendant que Mai dormait dans de chaudes couvertures et des matelas moelleux, le destin devait s'entraîner assidûment. Le chef du village l'a considéré comme assez faible en combat, ce qui était courant chez les jeunes guerriers qui gagnaient rapidement en force. Oro lui a montré avec précision chaque mouvement et la bonne utilisation de la force. Sans utiliser la puissance pour se déplacer, on devient beaucoup plus agile. Grâce à l'enseignement d'Oro, l'état semi-dévorateur de Fett s'est considérablement amélioré. Après une journée d'entraînement épuisante, il était temps de se reposer et de récupérer. Soudain, le protagoniste sentit l'odeur des monstres près du château. Entendant l'appel d'Oro, il courut dans la pièce pour trouver Mai profondément endormi à côté d'une pile de nourriture. Heureusement, le chef du village comprit et était compréhensif. Il regardait vers le château avec des yeux lointains pleins de pensées. Le destin vit la photo de la famille Deong. Son fils ressemblait beaucoup au protagoniste. Pour une raison quelconque, il est devenu le chef du village ici. Mai était en colère à cause de son visage sale. Le deuxième jour d'entraînement a commencé. Aujourd'hui, Fett allait apprendre le combat pratique. Il utiliserait cette branche d'arbre pour bloquer l'épée Deong. Cela semblait impossible, mais Fett a déterminé la trajectoire et a utilisé sa force pour repousser la lame. Il avait appris à contrôler ses statistiques. Mai lui a offert un visage taché de charbon pour venger l'incident d'hier. Demain, il partirait tôt. Regarder la petite fille dévorer la nourriture le faisait se sentir très embarrassé. Cependant, Mai avait déjà perdu son sens du goût et avait autre chose à faire. Pour répondre aux questions du destin sur ce château, Oro a dit qu'il lui appartenait il y a 15 ans. Lors d'une mission, un monstre né de la haine est apparu et a massacré les villageois. Son fils a combattu courageusement pour protéger le château, mais a malheureusement été tué. Depuis lors, Aoson avait été dominé par des démons, et sa famille y était restée prisonnière. Après avoir entendu cela, le destin ne put contenir la fureur qui l'habitait. Oro comprit immédiatement et voulut qu'ils aillent tous deux là-bas pour tout finir. La petite Mai se porta volontaire pour surveiller la maison, à condition d'obtenir 50 pièces d'or. Le destin utilisa la magie pour faire tomber doucement le gardien. Les deux se précipitèrent directement dans le château. Incapable de croire à ses yeux, la femme et l'enfant d'Oro vivaient encore tout à fait normalement. L'âme de la convoitise comprit qu'ils étaient tous morts. C'était une illusion créée par les monstres. Le fils sortit soudain son épée pour attaquer. Le destin ne pouvait plus rester inactif. Cependant, la convoitise avertit que s'il agissait, ses âmes seraient dévorées par sa gourmandise et sa haine. Le protagoniste devait laisser Oro les combattre pendant qu'il allait chercher le boss. Fett a localisé le monstre et a utilisé sa compétence pour percer le mur. En voyant enfin son visage, ce porteur de mort avait toutes ses statistiques au-dessus d'1 million. Forçant Fett à utiliser la magie au maximum. Les âmes environnantes se sont toutes dirigées vers lui. Cependant, il ne pouvait pas dévorer ces innocentes personnes. Dans cette situation tendue, Oro est apparu juste à temps. Il avait coupé tous les tendons de leurs bras et de leurs jambes pour qu'ils ne puissent pas bouger. Oro se sentait très coupable envers sa femme et ses enfants de ne pas être revenus plus tôt. Puisque les choses s'étaient déroulées ainsi, il était déterminé à libérer ses âmes. Oro fit tourner son épée sacrée, émanant un halo de lumière. Fett avança rapidement pour combiner leurs pouvoirs et en finir avec tout cela. Les âmes de sa femme et de son fils apparurent. Ils ne lui en voulaient pas du tout. Au contraire, ils l'encouragèrent à poursuivre sa mission. Oro offrit à son fils le cadeau tardif qu'il avait promis. Alors que la famille s'étreignait, le crâne continuait de lutter pour attaquer. Heureusement, le destin l'a détecté et est intervenu à temps. Toutes les âmes ont été libérées et sont montées au ciel. Oro fut assez surpris d'avoir dépassé sa limite de niveau après cette coordination parfaite avec le destin. Ensuite, ils allaient éliminer ensemble les Skoton. Le lendemain matin, à leur retour au village, ils virent que Mai était très en colère. Oro lui donna rapidement l'argent comme promis. Elle n'était pas une personne cupide. Elle avait besoin de beaucoup d'argent pour reconstruire son village. Le chef du village se souvint soudainement de Mai. Il y a 50 ans, il l'avait rencontrée en éliminant des monstres ici. En effet, Mai était une super guerrière de premier ordre. Oro aurait besoin de s'entraîner encore 1000 ans pour atteindre son niveau. Mai a finalement révélé qu'elle était un fantôme qui ne pouvait pas mourir. Pour que les yeux du destin redeviennent normaux, il devait éliminer régulièrement des monstres. Oro voulait que le destin revienne ici après avoir terminé ses affaires personnelles. Il avait quelque chose d'important à dire. Les frères Burvaluk avaient trouvé la pierre sage qui pouvait guérir toutes les maladies. Leur joie n'a pas duré longtemps lorsqu'ils ont appris que Hart avait été tué par Mukuro. Jusqu'à présent, le destin n'a toujours pas pu déterminer avec précision si cette petite fille possédait de la colère ou de la gourmandise. Mai continuait à manger sans arrêt comme un cochon, sans se reposer. Soudain, elle lui donna un morceau de viande et puis lui tapota la tête comme un adorable chiot.
Sans s'arrêter là, la petite fille s'est allongée sur ses genoux et a profité d'une sieste rafraîchissante. Alors que le destin savourait ces moments paisibles, il ne pouvait s'empêcher de se rappeler les mots mystérieux que May avait mentionnés la veille. Il avait demandé à Grid quelle était la mission spécifique que la petite fille devait accomplir. Mais Grid était resté obstinément silencieux, ne révélant aucune information supplémentaire. Le groupe de Rossi venait à peine d'arriver à Housentton. Elle avait entendu dire que le château là-bas était occupé par un monstre. Cependant, en s'approchant, ils découvrirent que l'endroit avait déjà été libéré. Alors qu'ils étaient encore perplexes face à la nouvelle situation, Monsieur Oro s'avança pour accueillir le groupe. Elle fut assez surprise d'apprendre que c'était Monsieur Oro qui l'avait nommé Rossi. C'était un grand honneur pour elle. Oro annonça que le monstre avait été éliminé grâce à l'aide d'un guerrier. Mais il ne pouvait pas révéler l'identité de cette personne, car il avait promis de garder le secret. Monsieur Oro confirma également que Rossi avait été assigné une mission de la maison Bervaleuc pour aller à Galéa. Cependant, elle a immédiatement affirmé que c'était sa décision volontaire. Car elle voulait hériter du souhait de son père de protéger la vie des gens ordinaires. Le départ soudain de son vieil ami maçon a choqué Oro, mais il a vu de l'espoir dans la détermination de Rossi. Il a donc proposé de former Rossi pour un cours avant son départ pour Galéa. Pour Rossi, c'était une merveilleuse opportunité à laquelle elle n'avait jamais pensé. D'être directement instruite par un super-héros comme Oro. Elle dégaina l'épée sacrée de son père et commença à s'entraîner, les yeux pleins de détermination et de l'intention meurtrière d'un chevalier. Fête et May étaient arrivés à Galéa. Ce village était devenu une ruine désolée sans vie. May était née sur cette terre, mais après avoir déménagé à la capitale, elle avait oublié tous ses souvenirs. Tout avait été détruit sauf le cocon. L'âme de la cupidité lui dit que c'était une chimère, une forme terriblement imparfaite une arme biologique avec laquelle Galéa avait expérimenté dans les temps anciens. Au centre se trouvaient de nombreux types de monstres greffés ensemble. La tâche de May était de la briser. Il était temps pour le destin de rendre l'appareil. La raison pour laquelle elle avait besoin du destin, c'était parce qu'il possédait la compétence berserk. Gourmandise, qui pouvait dévorer toutes les âmes dans le cocon. Sans tourner autour du pot, May s'est précipitée. En utilisant son épée pour briser la chimère. Dans sa poitrine se trouvait une personne aux yeux rouges semblable à Fête. May voulait que Fête achève ce noyau. Cependant, le protagoniste ne voulait pas que l'âme de la fille souffre sans fin. May disait que ce n'était qu'un monstre déguisé en humain. Continuer à être aussi naïf pouvait mener à la mort sans même s'en rendre compte. Soudain, la chimère créa un cercle de magma pour attaquer indirectement. May se précipita pour trancher directement le monstre. Puis Fête utilisa la compétence flèche de pétrification sur lui. La chimère n'a pas été facilement éliminée. Elle possédait une compétence d'auto-guérison, lui permettant de se battre continuellement seule. Les capacités de May sont devenues incroyablement élevées. Plus son arme était lourde, plus son attaque était forte. Cependant, cela rendait le porteur moins agile. La chimère a soudainement évolué en une forme mature. Se cachant derrière May comme ça, Fête ne serait pas qualifié pour soutenir Rossi. Cela a motivé le protagoniste à libérer son état semi-dévoreur et éliminer lui-même la chimère. Malgré le danger d'être dévoré par Berserk, Fête décida de contre-attaquer. En échangeant 10% de ses statistiques avec la cupidité pour utiliser de la poussière de sable magique dirigée contre l'ennemi, May profita de ce moment pour déclencher sa compétence destructrice. Le monstre fut complètement submergé. Saisissant l'opportunité avant qu'il ne s'auto-guérisse, Fête utilisa son côté pour briser la barrière qu'il avait créée, mais échoua. L'âme de la cupidité suggéra de cibler le flux de magie. Il a immédiatement utilisé toute sa force pour frapper directement dans sa faiblesse et a réussi à briser la barrière. La chimère s'est rapidement envolée. Ne se soumettant pas, May a lancé le protagoniste haut dans les airs. Profitant de ce moment, la cupidité voulait prendre encore 20% de ses statistiques. Fête pouvait utiliser sa technique ultime pour tuer le monstre en plein vol. Malheureusement, il a été pris dans sa barrière. Il devait la vaincre rapidement avant de brûler. Le destin a utilisé toute sa force pour attaquer le centre magique. À ce moment-là, la capacité de lecture des pensées s'est soudainement activée. Bien qu'il ait éliminé un monstre très puissant, il n'était pas aussi excité que d'habitude. Son cœur se serrait parce qu'il avait mangé un être de son espèce. May et cette fille se connaissaient déjà. Cependant, une fois qu'on devient une chimère, il faut être éliminé. Le destin voulait demander une faveur à May. Quand il perdrait peu à peu le contrôle et deviendrait un monstre, May devrait le tuer. Car elle était la seule à pouvoir le faire. Soudain, May se jeta en avant pour étreindre le protagoniste, étroitement et promit qu'elle le ferait sans faute. Le destin continuerait son voyage vers Babylone. May resterait ici pour reconstruire le village. Après la récente bataille, la cupidité s'était transformée en sa troisième forme. Un bouclier magique, et les statistiques de Fête avaient considérablement diminué. Il essaya de persuader May de venir avec lui pour se reposer un peu, mais elle refusa catégoriquement. Le destin était arrivé à Babylone, une zone séparée de Galia par des murs faides.
alliage, grâce auquel cette ville avait été protégée des monstres pendant des milliers d'années. L'âme de la cupidité était ici avant, avec son ancien maître, mais cette personne n'était plus en vie. Les armes des péchés capitaux ne pouvaient pas être détruites. Seuls leurs propriétaires mouraient les uns après les autres. Étonnamment, Rossi était aussi arrivée ici. Le destin eut soudain une prémonition qu'elle ferait face à un danger. Babylone était un lieu de rassemblement pour tous les guerriers, y compris ceux qui nourrissaient de la haine envers les chevaliers. Mazin était le seigneur chargé de maintenir l'ordre dans cette terre. Il se sentait très coupable de ne pas avoir pu aider et d'avoir dû assister à la mort du seigneur Mazin. Rossi, par nature miséricordieuse, ne s'en souciait pas. Elle apportait ici le souhait de son père de rejoindre Mazin pour empêcher les monstres de Gallia. Milia craignait que son maître ne soit séduit par ce type, alors elle voulait aider. Mais Morgane l'a ramené à temps parce que affronter un chevalier sacré ne pouvait que conduire à la mort. Rossi décida de faire une inspection. Pendant ce temps, Fête avait du mal à joindre les deux bouts. Le niveau de vie ici était vraiment très élevé. Son maigre argent pouvait s'envoler en un instant. La cupidité voulait que le protagoniste lui achète une nouvelle armure. Regarder autour de lui faisait déjà les yeux rouges, quand soudain le propriétaire du magasin apparut, évaluant le manteau brûlé. D'après ses paroles, il semblait très bien informé sur la magie. Digne de confiance, et avec l'urgence de Grid, Fête a décidé d'acheter une nouvelle gaine pour son épée. Tout au long de sa carrière, l'homme n'avait jamais vu cette lame auparavant. Être aussi noble nécessitait un emballage tout aussi prestigieux. Le propriétaire du magasin a proposé 500 pièces d'or, failli faire s'évanouir Fête sur place. Fête s'est enfui aussi vite qu'il le pouvait. Mettant cela de côté, il devait maintenant se concentrer sur l'élimination des monstres pour gagner sa vie. Un groupe de guerriers est passé, voulant qu'ils rejoignent leur équipe. Mais le protagoniste était si fort qu'il n'avait besoin de s'associer à personne. Voyant ses vêtements en lambeaux, il ne se rendait pas compte qu'il avait la force d'un chevalier. Méprisé comme pauvre et humble, le destin était déterminé à gagner beaucoup d'argent et à s'acheter une tenue cool. Arrivé à la zone frontalière, il y avait une odeur vraiment dégoûtante provenant des cadavres de monstres. Encore plus effrayante était l'odeur des spores. Ils étaient légèrement toxiques, donc inhaler trop de leur substance pouvait faire pousser de la mousse dans les poumons. À son arrivée, il a dû faire face à des monstres Orochi. Il voyageait en troupeau d'une cinquantaine et était très intelligent pour coordonner leurs attaques. Le destin allait s'en occuper, mais il a été devancé. La cupidité a poussé le protagoniste à se précipiter et voler, mais sa conscience ne lui permettait pas. De façon inattendue, un autre troupeau d'Orochi est apparu, formant une manœuvre de pincement. Donc, il ne s'agissait plus de voler. Le destin s'est immédiatement précipité à une vitesse vertigineuse. La cupidité s'est transformée en un bouclier aussi solide qu'une forteresse, bloquant à la fois les attaques physiques et la magie. Grâce à cela, le protagoniste a facilement vaincu l'Orochi. Étrangement, malgré avoir tué tout le troupeau, la réaction de sa gourmandise était très faible. Le destin a rapidement ramassé les oreilles du monstre pour les vendre contre de l'argent. Tout le monde était choqué par un si gros sac. Le type d'avant pensait que Fête lui avait volé sa mise à mort d'Orochi et pris les oreilles. Fête leur a calmement donné une leçon bien méritée. La récompense qu'il a reçue était de 100 pièces d'or. À ce moment-là, Rossi est soudainement apparue, ce qui a fait craindre au protagoniste que son identité soit révélée. Cependant, elle est venue pour régler clairement ce désordre. Rossi s'est excusé auprès de lui d'avoir rendu Babylone si chaotique. Autrefois obligé de baisser la tête devant elle, il pouvait maintenant lever les yeux et parler. Milia voulait malicieusement lui enlever son masque, mais Morgane continuait d'être celui qui l'en empêchait. Pour les guerriers, les masques étaient aussi un équipement important. Lorsqu'on lui a demandé son nom par Rossi, le protagoniste a répondu Mikuro. Par chance, elle a aussi mentionné doucement sa façon de s'habiller, rendant Fête extrêmement embarrassée. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un d'aussi pauvre et miteux pouvait vaincre ces gens. Fête a rencontré le propriétaire du magasin de tout à l'heure. Il s'est présenté sous le nom de Jay et avait entendu parler du protagoniste ayant éliminé seuls 27 Orochi. Jay voulait qu'il devienne représentant de la marque, portant de nouvelles tenues pour promouvoir le magasin, une si bonne affaire. Comment aurait-il pu refuser? Les deux ont accepté de coopérer. Portant la nouvelle armure, Fête avait une allure incroyablement cool. Il pensait que c'était gratuit, mais à sa grande surprise, Jay a demandé 80 pièces d'or. Le protagoniste a négocié jusqu'à la moitié, ce qui était assez acceptable. Ensuite, il a visité un bar bondé. Les boissons devaient sûrement être très bonnes. En effet, elles étaient excellentes, mais pas le vin. Plutôt les trois courbes parfaites et ce visage aux traits aiguisés. Comment ne pas être captivé? Le destin semblait attiré et ne pouvait résister. Encore plus surprenant, elle connaissait son nom. C'était Eris Lust, une autre espèce avec Fête, possédant l'une des compétences du péché mortel. Eris invita le protagoniste chez elle pour boire un peu de vin. Fête était complètement captivée. C'était l'effet de la luxure. Quel que soit l'âge ou le sexe, une fois attrapé, on tombe amoureux immédiatement. La paire de fruits frappant ses yeux rendit Fête ensorcelée. Eris suivait Fête depuis qu'il était dans le
Ancienne capitale, lorsque la compétence gloutonnerie a été activée, elle avait voulu s'approcher de lui mais a reporté cela. Car ils se rencontreraient de toute façon tôt ou tard. Eris savait tout ce qui s'était passé. Concernant May, elle n'était pas claire car cette fille était de la 2e génération. Tandis qu'Eris était de la 1re. Les fruits étaient ce qui rendait May très envieuse d'Eris. De nombreuses chimères existaient encore ici. Actuellement, la classe des chevaliers sacrés était affaiblie, ce qui rendait très difficile de les éliminer complètement. Eris était la protectrice de ce royaume et plaçait les intérêts nationaux au-dessus de tout. Pour aider le pays à prospérer pendant les 500 à 1000 prochaines années. Elle visait Rossi pour l'assassiner. Le destin s'est mis en colère et n'a jamais accepté que cela se produise. Eris a expliqué calmement la raison. Les monstres éliminés accumuleraient de la haine. Au fil du temps, et des monstres nés de cela émergeraient. Les chevaliers sacrés étaient un cas similaire, opprimés. Les âmes accumuleraient de la haine et se cristalliseraient. Rossi était la plus aimée des gens du peuple. Si elle mourait, une énorme quantité de haine serait générée. À ce moment-là, des humains aux compétences suprêmes naîtraient pour protéger le pays. Un scénario qui semblait assez parfait mais qui ne convenait pas du tout au destin. Qui avait-il de si bien à laisser Rossi mourir? Les choses ne feraient qu'empirer. Malgré les objections du destin, Eris restait déterminée à mener à bien son plan. À tout prix, le protagoniste devait protéger la vie de Rossi. À ce moment-là, des informations de renseignement ont été transmises. L'équipe de collecte de matériel à Galéa avait mystérieusement disparu, donc Rossi avait ordonné à tout le personnel de se rassembler pour une mission de sauvetage. Simultanément, le forgeron d'épée pour le destin l'avait informé qu'il manquait un ingrédient important pour fabriquer le fourreau de l'épée, le verre magique. Par coïncidence, cela n'est apparu que dans la grande vallée de Galéa, le même endroit où l'équipe de secours de Rossi se dirigeait. En chemin, notre protagoniste a rencontré d'innombrables orques bloquant le passage, mais aucun d'eux n'était un adversaire digne de lui. Il a rapidement utilisé l'état de bouclier pour bloquer de nombreuses attaques magiques, puis a chargé en avant pour attaquer et a utilisé la compétence de gourmandise pour s'en débarrasser rapidement. Ce soir-là, pendant que Fête se reposait, il est soudainement tombé dans un état de rêve. La fille aux cheveux blancs est réapparue mystérieusement. D'après sa conjecture, il semblait qu'elle voulait dire quelque chose, mais il ne pouvait pas l'entendre. Puis il est allé vers une mer rouge avec d'innombrables cadavres de monstres qu'il avait éliminés. De façon inattendue, les personnes que le destin avait tuées ont aussi apparaissent et l'ont entraîné dans la mare de sang. Mais il ne pouvait rien faire sauf crier impuissant. Par une peur extrême, le protagoniste s'est soudain réveillé. À ce moment, 4 salamandres sont apparues. Ces monstres évolués seraient plus difficiles à gérer que les orques. La cupidité a suggéré au protagoniste d'utiliser la forme arc pour les pétrifier, mais après qu'un d'eux ait été touché par cette technique, il ne fuyait ni ne chargeait. Pour se venger, mais continuait tout droit comme s'il était contrôlé par quelque chose. Du côté de l'équipe de secours, les choses n'étaient pas paisibles non plus. Des salamandres les attaquaient alors qu'ils n'étaient pas préparés. La milière imprudente s'est précipitée en avant en utilisant la magie de l'épée de feu pour combattre des monstres spécialisés dans le feu, ce qui l'a fait tomber inconsciente. Au moment critique, le protagoniste a sauté pour sauver la beauté. En quelques mouvements simples, il a éliminé les lézards de feu, laissant tout le monde admiratif. Le groupe a ensuite découvert des marques sur les corps des monstres. Il semblait qu'ils avaient été contrôlés par quelqu'un visant Rossi. Par la suite, ils ont atteint la Grande Vallée, mais en raison de différentes missions, ils ont dû se séparer ici. Le destin a poursuivi son voyage pour trouver du verre magique. En arrivant dans une grande forêt, d'innombrables tombes de monstres pétrifiés apparurent devant lui. Soudain, il vit Eris fixer intensément quelque chose. Il se précipita rapidement mais perdit sa trace. Cependant, ce qui était derrière lui était encore plus terrifiant, une chimère debout sur la montagne. Heureusement, elle avait perdu son noyau, donc elle ne pouvait pas bouger. Probablement, l'effondrement de la montagne avait exposé des traces de la bataille ancienne. Mais il semblait qu'il s'était réjoui trop tôt, car 3 d'entre elles s'étaient réveillées plus tôt. Fête soupçonnait qu'Eris avait fait cela. Alors qu'il réfléchissait profondément, une énorme explosion se produisit derrière lui. Les 3 chimères éveillées attaquaient l'équipe de Rossi. Cependant, elles étaient complètement différentes des monstres ordinaires, donc même avec les efforts combinés de l'équipe, ils ne pouvaient pas leur faire de mal. Pire encore, Morgan et Nazen furent blessés par eux. Dans ce moment dangereux, Fête apparut pour sauver tout le monde. Ces techniques infligeaient des dégâts, mais les monstres avaient des capacités d'auto-guérison. Bien que la vitesse de récupération fût assez lente, après avoir informé Rossi des faiblesses des monstres, ils se sont tous deux précipités ensemble pour en éliminer un avec succès. Milia criait, luttant contre l'attaque d'un autre monstre. Fête courut rapidement à son secours. Grid se transforma de l'épée à la faux. Les deux coordonnèrent parfaitement comme avant pour gérer la bête suivante. La victoire semblait à portée de main. Mais le dernier monstre a utilisé une puissante technique de séisme qui a fissuré le sol, faisant tomber les deux directement dans un abîme profond. Alors que Fête avait essayé de sauver la femme de ses rêves, il avait
utiliser son corps comme bouclier pour réduire l'impact de la chute. Heureusement, aucun des deux n'a été gravement blessé. Fett a appris par Rossi que l'équipe de secours était arrivée trop tard. L'équipe d'excavation avait été complètement éliminée. Pendant qu'ils discutaient et flirtaient entre eux, l'autre, la colère de la gloutonnerie s'est soudainement enflammée. Pour éviter de lui faire du mal, le destin a rapidement quitté les lieux. Entendant le bruit fort, Rossi s'est également précipité. La bataille précédente avait fait s'effondrer la cave, créant d'innombrables fragments de verre magique. Ces fragments provenaient de monstres qui avaient été éliminés et évolués. Ainsi, les trouver parmi les morceaux brisés était presque impossible. Enfin, ils sont revenus à la surface. Toute l'équipe était ravie de voir Rossi en sécurité. Changement de scène, un jeune homme portant un masque en os blanc, apparut avec un œil coloré en bleu, comme l'œil du destin. Il semblait qu'une terrible bataille allait se dérouler, annonçant des défis importants à venir. En revenant sans comprendre ce qui se passait, Rossi pointa son épée vers le protagoniste. Parce qu'il avait causé de nombreuses bagarres et des dégâts matériels, en tant que chevalier sacré, elle était obligée de l'arrêter conformément à la loi. Mais le protagoniste ne voulait pas lui faire de mal, alors, il n'a pas dégainé son épée et a combattu tel quel. Mais il semblait qu'il avait sous-estimé cette chevaleresse sacrée. Ses techniques puissantes repoussaient continuellement le destin. Ne s'arrêtant pas là, elle a utilisé l'amélioration du corps pour attaquer à une vitesse extrême, brisant un côté de son masque. Craignant que son identité soit révélée, là, le protagoniste a décidé de révéler sa véritable force. Il a utilisé la technique de lumière de l'épée que seuls les chevaliers sacrés pouvaient réaliser. Rossi était surpris qu'il ne soit pas encore un chevalier sacré, mais qu'il puisse maîtriser cette technique, en partie grâce à la gaine d'épée en verre magique, qui aidait à soutenir les techniques de chevalier sacré. Sans plus attendre, la technique est descendue avec puissance, changeant immédiatement la situation. Maintenant, c'était Rossi qui se retrouvait dans une impasse. Soudain, le collier qu'il lui avait offert apparut sur son cou, le faisant hésiter un instant. Profitant de cette occasion, Rossi se jeta en avant et frappa la cupidité dans les airs, équivalent à une victoire claire. Elle se demanda pourquoi il lui avait montré de la miséricorde. Mais le protagoniste ne dit rien et se tourna pour partir. Morgan le chercha plus tard pour l'informer de sa compréhension de la structure du noyau de la chimère et se vanta que toute sa famille avait recherché des techniques anciennes perdues. Il affirmait fièrement que sa fille était beaucoup plus accomplie que lui. Mais lorsque le protagoniste a voulu la rencontrer pour des recherches supplémentaires, il a été mal compris et on a cru qu'il voulait courtiser sa fille. Alors cet homme obsédé par sa fille l'a poursuivi et l'a battu. Alors que le destin était en contemplation, une alarme a retenti, signalant que des monstres attaquaient la ville de manière chaotique. L'attaque du match mortel avait commencé. Rossi rassembla rapidement tous les soldats pour se préparer à l'assaut du monstre. Bien que Deathmatch soit dans les capacités défensives de Rossi, le destin restait à proximité, au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la cupidité annonça qu'à une autre direction, un monstre était apparu. C'était comme une baleine géante nageant sous terre à une vitesse extrême, ayant l'intention de s'écraser directement contre la formation du chevalier sacré de Rossi. Comme l'équipe de Rossi se concentrait uniquement sur la résistance à Deathmatch, le risque de toute l'équipe éliminée était une perte très importante. Le destin a décidé de passer à la forme arc et flèche, puis a utilisé le pouvoir du semi-dévoreur pour doubler sa puissance et sa portée. Une puissante flèche de l'arc a grièvement blessé le monstre, le faisant remonter à la surface. Il s'est avéré que c'était une grosse limace. Cette limace a créé une pluie acide, forçant le destin à adopter une position défensive. Pour garder une distance de sécurité face à la pluie acide, il a continué à se battre à l'arc. Il semblait que la limace ne voulait pas se battre, mais, continuant à creuser sous terre en direction de Rossi. Cette slime semblait contrôlée et concentrée uniquement sur une seule cible. Mais le monstre n'avait pas prévu que le destin avait anticipé ses mouvements et était arrivé un pas en avance. Le destin a utilisé 20% de sa puissance de semi-dévorateur et a tiré sur l'ennemi. Malgré une frappe au cœur, la slime était toujours en vie. Soudain, au-dessus du destin, est apparu quelqu'un portant un masque en os blanc. Le destin a suspecté qu'il s'agissait d'Eris, qui avait interféré avec ce monstre. Le destin attaqua immédiatement, mais ses techniques ne pouvaient pas l'atteindre, parce que cette personne avait atteint le royaume des demi-dieux. Les techniques de ceux des royaumes inférieurs ne pouvaient pas l'affecter. Incapable d'accepter qu'il ne pouvait pas toucher son ennemi, le destin continua d'avancer, avec son épée malgré l'énorme différence de force. Même dans un état semi-dévorant, il ne pouvait toujours pas toucher même un poil de la jambe de son adversaire. Cette impuissance faisait ressentir au destin une tension et un désespoir extrême. Dans ce moment critique, sentant la situation de plus en plus grave, le destin a décidé de libérer le plein pouvoir de la gloutonnerie. Avec une concentration intense, il atteignit le royaume E. Son pouvoir augmenta immédiatement de manière énorme, permettant au destin de repousser facilement l'ennemi. Le masque fut également brisé. Mais le destin réalisa que la personne derrière n'était pas Eris comme il l'avait soupçonné. C'était Nazin. Avant de comprendre clairement la situation, Nazin a sonné pour appeler quelque chose de loin.
Depuis l'ouest, un gigantesque dragon céleste volait vers eux à une vitesse étonnante, visant directement Rossi et son équipe. Reconnaissant cette menace sérieuse, le destin s'est immédiatement précipité pour sauver Rossi, mais a été bloqué par les Slim et Nazin. Les Slim attaquaient continuellement, empêchant le destin de s'approcher du dragon céleste. Pendant ce temps, Rossi et son équipe de chevaliers sacrés se battaient férocement pour tenir la ligne. L'apparition soudaine du dragon céleste a forcé le chevalier sacré à se replier rapidement pour préserver ses forces. Pour repousser l'ennemi et protéger son équipe, Rossi a décidé de rester et de se battre, juste au moment où il semblait qu'elle allait rencontrer son père défunt dans un miracle. La situation a soudain changé. Malgré l'obstacle des Slim dans un combat acharné, le destin est apparu à temps au moment crucial. Le protagoniste s'est précipité pour protéger Rossi d'un coup fatal du dragon céleste. L'impact de la technique était si puissant qu'il a brisé le masque du destin. Incapable de se cacher davantage, n'ayant pas d'autre choix, il a dû reconnaître sa véritable identité devant Rossi. Cependant, les yeux rouges sang du protagoniste la rendaient quelque peu craintive. Voyant cela, le destin a rappelé à Rossi de retourner en ville. Puis elle s'est rapidement enfuie malgré ses larmes. La bataille avec le dragon céleste se poursuivait. Le protagoniste a utilisé la technique de la prison sombre pour enfermer les mouvements du monstre et a affronté Nézin en tête à tête. Mais parce qu'il utilisait encore sa puissance pour retenir le dragon céleste tout en forçant son corps à avancer vers le royaume A, sa force diminuait peu à peu. L'autre, en étant conscient de cela, se moquait continuellement de lui. Dans un moment d'inattention, l'un des bras du destin lui a été arraché. Nézin s'est empressé de se réjouir, pensant que la récompense était fermement à sa portée. Juste au moment où il semblait que le film allait se terminer prématurément, le destin est apparu de manière inattendue. Derrière, perçant le cœur de l'ennemi avec son épée. Il s'avère que le protagoniste avait utilisé une illusion pour tromper sa vision. Associé à sa confiance excessive, cela a conduit à sa mort misérable. Juste au moment où il clamait la victoire, il retomba dans un état de rêve. La fille aux cheveux blancs nommée Luna, qui apparaissait fréquemment, était le cœur de Hanoun. Luna était à l'intérieur du protagoniste pour empêcher la gloutonnerie de s'activer. Cependant, son pouvoir était limité et ne pouvait plus résister. Ce qui se passerait ensuite dépendrait de la décision du destin. La vie ou la mort dépendrait de ses capacités. Avant de partir, elle avertit que s'il consommait le dragon céleste, le destin serait entièrement contrôlé par la gourmandise. Alors que le protagoniste était sur le point de tomber dans le piège, l'avidité apparut pour l'arrêter. Cependant, il avait décidé d'éliminer ce danger avant de partir paisiblement. De retour à la réalité, le dragon céleste s'était échappé du seau. Ses statistiques actuelles étaient déjà au-dessus du niveau E. Le destin n'avait pas peur de cela. Il était déterminé à l'éliminer jusqu'au bout. Avec un seul bras, le protagoniste lança son épée, causant d'énormes dégâts au dragon céleste, puis suivi avec un coup de poing comme un pétard explosif à la tête du monstre. Ne s'arrêtant pas là, le destin lui coupa ses deux ailes, le faisant tomber au sol. Le dragon céleste ne laisserait pas passer cela. Il lança une technique extrêmement puissante vers les deux personnes. Le destin activa rapidement la compétence de double amélioration, divisant le céleste. La technique du dragon en deux, puis a effectué le coup final, coupant son corps en deux. Bien que tous deux aient revendiqué la victoire, cela avait de nouveau déclenché la gourmandise. Inquiète que s'il perdait le contrôle, il deviendrait une menace plus grande que le dragon céleste. Par conséquent, le protagoniste a transféré toutes ses statistiques pour débloquer une nouvelle forme pour l'avidité. À ce moment-là, Mei est également apparu pour tenir la promesse entre eux. Mais alors que Mei s'apprêtait à le finir, Rossi est apparu et l'a sauvé de justesse. Le destin a également découvert que chaque fois que Rossi était présent, la gloutonnerie se calmait. Il ne perdait plus le contrôle. Bien qu'elle ait été trompée, elle n'a jamais blâmé le destin. Elle a pleuré avec insistance que peu importe le pouvoir qu'il avait, le destin restait le destin. Une personne douce qui lui apportait toujours une grande motivation. Juste au moment où elle avait fini de parler, il s'est également évanoui. Quand il s'est réveillé, il savait qu'il était à l'auberge. Après la bataille contre Nazin, le protagoniste avait perdu son bras gauche. À ce moment-là, Mei et Eris sont entrées dans la pièce. Elles ont dit que Fête dormait depuis une semaine. Mei lui a parlé de Nazin. Il s'est avéré qu'il avait été contrôlé par l'arme de l'épée pistolet noir d'Anvin, forcé d'en être l'hôte et de combattre. Cependant, comme les armes des péchés mortels ne pouvaient pas être détruites, Mei l'avait jeté loin vers Galia. Eris est aussi venu emprunter la force du protagoniste. Parce que le dragon céleste était maintenant mort, le monde tournerait une nouvelle page. Actuellement, il était l'un de ceux possédant le pouvoir du péché mortel. Donc ce devoir ne pouvait pas être refusé. Mais d'abord, son bras perdu serait restauré, et le destin devrait partir avant le retour de Rossi. Sinon, rien qu'en entendant son nom, la gourmandise en lui s'exciterait. Lorsque Rossi est venu rendre visite, il était déjà parti depuis un certain temps, laissant seulement une lettre d'adieu sur la table.
Dans cette lettre, il écrivait qu'il voulait s'excuser d'avoir caché sa compétence de gloutonnerie à son sujet et promettait qu'il se retrouverait quand il serait devenu plus fort. La scène changea pour un château. Tout le monde était très surpris par la véritable identité de Mukuro. Avant de finir sa phrase, Raffen entra à nouveau dans la salle de recherche. En entrant, son ton changea soudainement. Il rit de façon inattendue, ravi que Fett l'aide à éliminer Hart. La pierre à l'intérieur de la boîte commença aussi à émettre une lumière violette, comme pour signaler qu'une bataille encore plus intense est sur le point de se dérouler.